Dire sur ce sujet, sur ces questions qui sont éminemment tristes pour le continent. Le président Banda a développé déjà là-dessus, le grand frère Ngouem et M. Basleki, et parlé potentiellement, éventuellement, d'un nouveau type d'armes et comment on va dire que de techniques de créer le chaos chez vous. Mais à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, il faut en tirer des enseignements et une morale. La première morale, c'est de réfléchir comment vous défendre. Vu que le soupçon est déjà là, le soupçon est là que des gens peuvent développer des programmes, des gens peuvent développer des techniques, puis mettre et s'aimer le chaos chez vous. Question, qu'est-ce que vous faites ? Puisqu'on vient de voir qu'ils sont immoraux, coronavirus, ceci, ils n'ont pas de morale. Il y a l'autre qui dit que même le soleil, là, et vous savez ce qui va se passer? Quand il aura maîtrisé les rayonnements UV au point de les capter, il pourra dire que Africains, venez payer pour que je vous envoie le soleil. C'est-à-dire, il pourra être maître du soleil. Vous, Africains, je ne vous donne plus le soleil. Quand il n'y a plus de soleil pour vous, quand il n'y a plus de soleil pour vous, il n'y a plus d'agriculture pour vous. Ce n'est pas une technique pour, comment je vais dire, que réduire le nombre d'habitants sur la planète, puisque le même explique que le taux de natalité des Africains est un problème. Et Banda lui dit que tu es un bandit, essaye de venir donner des conseils à ma femme en termes de taux de natalité. Lui il réfléchit, il dit que bon, oui, vraiment, sur le plan communicationnel, je ne peux pas battre Banda et les Africains. Vraiment, en plus, je vais souvent là-bas faire de l'humanitaire. Ils peuvent même m'arrêter, ils me liquident. Qu'est-ce que je veux faire? Mais si par contre, je vais multiplier, si je vais maîtriser le rayonnement solaire, c'est-à-dire que je développe une technique soutenue par la toute-puissance américaine, j'arrive à orienter le rayonnement solaire. Eh bien, moi, j'envoie plus de rayons de soleil à M. Banda. Je verrai comment lui fera encore d'enfants. Voilà la réflexion. Et quand les gens sont dans cette posture, Africains, vous faites quoi? Quelle est la réaction? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, pour l'instant, voilà le questionnement sur des questions comme le Maroc. Pour la question concernant la Libye. La Libye, c'est un pays qui vit un chaos sur le plan politique. Pourquoi mon continent regarde ça, on fait comme si ça ne concerne pas l'Afrique? Mais vous voulez assassiner Kadhafi jusqu'à quand? Qui est responsable de la question de la Libye? Non, vous n'écoutez pas le président Denis Sassou Nguesso. Pour une fois, je vais défendre le président Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'il a soumis le cas libyen? Le président Denis Sassou Nguesso a convoqué une réunion. D'ailleurs, il va dire quelque chose aux Libyens. Ceux qui vous donnent des conseils, parce que vous partez à Paris, monsieur Haftar, dès qu'on appelle à Paris, part. S'arrange, part. Il dit ceux qui vous appellent, ben, peut-être ils ont intérêt sur vous. Moi, monsieur Denis Sassou Nguesso, je me contente de mon petit pétrole. Nous sommes ici en famille. Je vais vous donner, et avec mes pères, un minimum de conseils. Il y a dans ce panel-là le président Déby. Mais on tue le président Déby, est-ce que ça ne peut même pas être pour, c'est-à-dire pour disloquer véritablement ce panel de chefs d'État? Le président Sassou Nguesso n'était pas seul. Il y avait le président Déby, il y avait un certain nombre de chefs d'État qui réfléchissent. Il y avait même certainement la réflexion camerounaise de dire, essayez d'asseoir ses frères. Haftar avait boudé la réunion. Le président Sassou Nguesso va convoquer. Sarraj viendra, hautain, zélé, parce qu'il a le soutien de M. Erdogan, zélé. Essayez de parler à Sarraj, il vous prend pour téléphone. Hein. Il vous dit, moi, Erdogan me soutient sur le plan militaire, foutez le camp. Lui, il ne vient pas, ou bien il vient à son heure. Il vous dit, rappelez-moi. Vous dites, mais monsieur, il dit, rappelez-moi. Après, vous le voyez à l'Élysée avec M. Macron. N'en parlons pas de M. Haftar, qui, oui, a le soutien de nos amis russes. Mais nos amis russes, nous leur disons que c'est une question qui doit être réglée. C'est une question qui doit être réglée. Nous le disons à nos amis russes. Parce qu'il n'y a pas de convergence d'action entre M. Poutine et M. Erdogan. Et M. Poutine et M. Erdogan se voient. Que M. Erdogan veuille régler la question céréalière. Mais on n'est pas au bord de la famine, M. Erdogan. Laissez la question céréalière. Réglez cette question politique. Réglez ce différent politique. Parce que M. Erdogan, vous savez, lui, papa, la Méditerranée l'intéresse, il y a le gaz et le pétrole. Beaucoup, M. Erdogan. D'ailleurs, il explique déjà, un peu comme la bande à Ouzou, que M. Sarraj m'a signé un contrat.
Donc il y a une partie de la mer que M. Erdogan a déployé sa marine. Il dit vraiment ici, là, quelqu'un entre ici, c'est la guerre. C'est intérêt stratégique de la Turquie. Vraiment, moi j'ai signé accord avec M. Sarraj, un peu ce que M. Macron vous dit avec Bazoum. Vraiment, moi, mes engagements, c'est avec Bazoum. Je fais tout ce que Bazoum me dit de faire. M. Erdogan, lui, il explique aussi, il fait tout ce que M. Sarraj lui dit de faire. M. Sarraj est issu d'une élection à 2 tours. Vous savez, on va maintenant tous aimer les gens issus des élections à 2 tours. Pour parler en Afrique, soyez issu d'une élection à 2 tours. Monsieur Sarraj, êtes-vous issu d'une élection à 2 tours? Pas du tout. Curieusement, Monsieur Macron est dans le camp de Monsieur Poutine dans cette histoire. Monsieur Macron soutient Haftar. Pourquoi? Parce que Monsieur Haftar tient les croissants pétroliers. Tient ça. Il tient ça. Il tient ça. Et il a le soutien militaire de la Russie. Il a même le soutien militaire de Monsieur Al-Sisi. On verra le rôle encore de M. Al-Sisi dans ce que vous appelez Soudan du Nord, au Soudan, là, avec ce qu'il y a au Soudan. C'est pour ça que moi, j'étais très surpris de voir ce monsieur intégrer les BRICS. Vraiment, le patriarche Xi Jinping est vraiment patriarche. On n'en parle pas encore, mais on est surpris de voir un pays comme l'Égypte intégrer le BRICS. Mais on nous a bloqué nos amis algériens. On nous a bloqué nos amis algériens. L'Algérie respectait tous les critères. M. Tebboune a fait 2 déplacements importants. Il est allé voir M. Poutine. M. Poutine lui a dit, je voterai pour ton adhésion. Il est parti de chez M. Poutine. Il est allé en Chine. Les voisins algériens et marocains, est-ce que c'est possible d'avoir les deux réunis au Non, moi je parle de l'Algérie. M. Tebboune est allé en Chine. M. Xi Jinping lui a dit, je voterai pour ton adhésion. L'Afrique du Sud a dit, nous sommes d'accord. Le Brésil, Lula, pas de problème. L'Inde ne s'est pas prononcée. Nous soupçonnons New Delhi. Pour l'instant, ce n'est pas un problème. Donc, vous voyez donc que le malheur appelle le malheur. Moi, je suis convaincu que si les questions politiques avaient été réglées en Libye et que la Libye était un pays aujourd'hui stable sur le plan politique, peut-être cette inondation-là n'aurait pas lieu. Vous n'y voyez pas. Regardez certains pays. Moi, au sud de la Libye, c'est-à-dire ce qu'on appelle sud-est. Je vois le Soudan. Aujourd'hui, qui a de gros problèmes. Soudan du Nord, Soudan du Sud, aujourd'hui, chaos. Il n'y a pas de... Par contre, pays riche sur le plan du pétrole et du gaz. Est-ce que demain, il n'y a pas risque là-bas de séisme et de grosses inondations? Je redescends. Une fois que vous descendez en dessous du Soudan, vous avez la RDC. Pays éminemment riche. Il n'y a pas souvent catastrophe naturelle en RDC. Toujours. Là-bas, c'est même grave. Il y a des endroits où tu sais qu'il ne peut pas entrer en RDC. Il y a des endroits où il ne peut pas mettre pied en RDC. Parce que c'est le territoire privé qui appartient. On ne sait pas qui ne peut pas mettre pied là-bas. Vous avez la Somalie. La Somalie. Chaos total en Somalie. Mogadiscio, la ville, il y a le plus grand nombre d'homicides dans le monde. Chaos total. Il ne peut pas avoir demain inondation et séisme là-bas. Position stratégique. Par contre, tout le monde veut base militaire sur les côtes somaliennes. Au milieu, vous avez l'Éthiopie. Il n'y a pas eu tentative de sécession et de guerre civile. Si Xi Jinping n'avait pas intervenu avec les amis des Émirats, est-ce que l'Éthiopie serait encore un pays stable? Est-ce que demain, il n'y a pas risque aussi de séisme là-bas? Donc pour moi, Bertrand Tatsinda, ces questions de catastrophes naturelles vont avec des questions politiques. Ça, pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que quand dans un pays, il y a déjà le chaos sur le plan politique, attendez-vous, vous, à avoir catastrophe, particularisme africain, attendez-vous, vous, à avoir ces catastrophes-là. Question. L'Union africaine fait quoi? Moi, je vais énerver le président Banda. Il va me dire, monsieur Tatina, vraiment, c'est des vauriens. Président, je prends pour toi. Oui, c'est des vauriens. L'Union africaine fait quoi? Question. Est-ce qu'il ne peut pas avoir coup d'État pour l'Union africaine là? Henri, non, on n'appelle pas coup d'État, on n'appelle pas coup d'État. J'ai posé une question. Je n'ai pas dit allez faire le coup d'État à l'Union africaine. J'ai dit est-ce qu'il ne peut pas avoir coup d'État pour l'Union africaine? Est-ce qu'un jour il n'y aura pas coup d'État? Il y a pas de militaire là-bas. Il y a d'autres formes. Réfléchissons. C'est-à-dire dans coup d'État là, il y a plusieurs réflexions. Hein. Dans coup d'État, il y a révolution de palais, il y a arrêt brusque, il y a passement de gens. Il y a modification de la Constitution et puis tu imposes. C'est-à-dire, réfléchissons. Ouattara, il a fait ça récemment. Vous êtes fâché parce que dans coup d'État, vous dites qu'on prend les armes, on va tuer là-bas et on les chasse. Non.
Moi, dans coup d'État, là, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas réorienter la réflexion? C'est ça que moi j'appelle coup d'État. Lorsque l'on pose à la conférence des chefs d'État, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je te dis ça? C'est le G20 qui a fait le coup d'État. Mais, président, salue-moi. C'est le G20. J'allais en venir, tu as dit ça la semaine dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, le G20 ne s'est pas imposé au-dessus de la conférence des chefs d'État? Ça veut dire que les résolutions du G20, c'est-à-dire le G20 c'est quoi? En fait c'est le G7. Le G7 étant devenu aujourd'hui ridicule, ils ont créé ce titre informel G20 parce qu'ils ne peuvent plus faire sans ce que j'appelle les BRICS+. Donc ils ont créé G20. Mais avant ils étaient G7, c'est-à-dire se jouer l'effort. Mais ce G20 là n'est pas au-dessus, ne vous fait pas coup d'État aujourd'hui. Ce n'est déjà le cas. Est-ce que nous ne pouvons pas faire coup d'État dans coup d'État? Il faut le faire parce que... Pour reprendre notre union. Maintenant, vous ne dites plus, monsieur Tatina, vous appelez au coup d'État, je te vois content. Pourquoi nous ne pouvons pas faire coup d'État dans coup d'État du G20? Pour reprendre notre Union africaine et régler les questions d'ordre politique et régler dans les séismes que les gens vous envoient. Mais Panelis, sur ce plateau, ce que... Voilà pour moi ma réflexion de fond. Non, on ne peut pas perdre près de 5000 Africains sur... Mais comment? Et les gens regardent. Et personne ne parle pas de communiquer, que ce soit même... Président, les gens regardent. L'organisation... Moussa Faki regarde. De l'Union africaine. Le Faki. Tout le monde est silencieux. Disons-nous rapidement un mot, Dr Gwim, tout le monde est quand même silencieux. Ça fait 5000 morts. C'est pire qu'un coup d'État. Non, c'est 11 000 morts. 11 000 morts, c'est... Voilà. Que la Libye, 11 000 morts. C'est pire qu'un coup d'État au Gabon, c'est pire qu'un coup d'État. En tout cas, c'est des coups d'État, puisque c'est des sont faits sans effusion de sang, mais on en a près de 11 000 citoyens africains qui ont complètement disparu jusqu'ici. Aucune mobilisation africaine n'est d'ailleurs annoncée. Oui, en Libye, c'est 11 000 morts identifiés, plus 10 000 disparus. Voilà. Donc, Africains regardent. C'est la catastrophe. C'est l'apocalypse. Et comme dit... Je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, comme dit mon jeune frère Bertrand, mais que font les institutions africaines? Pas possible. C'est ça la grande question. Où est la CEDEAO? Où est la CEDEAO? Nous l'avons dissous, c'est vrai que ça, la dissolution porte ses fruits. Mais je pense que si le Mali, le Burkina Faso et le Niger faisaient un coup d'État contre la CEDEAO, ce serait la bonne chose. Nous l'avons dissous. Il faut absolument qu'ils le fassent. La CEDEAO ne sert à rien. Nous l'avons dissous. Il faut les destituer et puis... Non, nous l'avons fait ici, cher René. Tu n'étais pas là? J'ai pris moi de dissoudre la CEDEAO en direct. Mais elle est dissoute. Mais les gens qui ça blague, mais ça va. C'est bon. C'est dissous la CEDEAO. Monsieur, c'est important. Faire rapidement ce chapitre. Cher René, vous avez fini? Ouais. J'ai fini. Je te passe la parole, mon jeune frère. Merci beaucoup, cher René. C'est important, c'est qu'à se lever Bertrand. Il faut toujours faire les parallèles dans la vie. C'est-à-dire que c'est quand même... Voilà des gens qui sont allés au Niger. Là. Il n'y a pas eu un oiseau qui est mort au Niger. Un oiseau. Il n'y a même pas un oiseau qui est mort. Il y a des communiqués à tout. Non, quoi. La force en attente a été activée. Ils ont mobilisé les forces spéciales, tout ça, coordonné par le commandant en chef de la CEDEAO, qui est M. Macron, pour aller intervenir au Niger. L'ONU, le monde entier, c'est-à-dire que c'est mis en branle. Mais vous avez dit que voilà des morts. 5000 morts. C'est-à-dire 5000 morts en moins de 3 jours. Ailleurs, pour 2 morts, on a vu des chefs d'État moins de 3 jours. défiler en France. Des individus comme il y a eu Boni et allé pleurer. Oui. Monsieur Mbongo est allé pleurer. Ouais. Et tous ces gens-là, nous avons dit qu'ils sont maudits. Oui. Ils sont allés pleurer. Tous là, ils sont à Paris. À l'époque, vous trouvez les images, hein? Oui. Quand on l'avait dit ici, nous avons dit qu'ils sont maudits, ils vont périr. Ces présidents-là, tous sont tombés. Ibeka, bon, faire son ami, les morts, c'est terminé. Yahi Boni, terminé. Et Ali Mongo, lui, voilà, il a résidence surveillée. Bon, on l'a laissé voyager, mais bon, ok. Comme il est malade, nous on ne tire pas sur lui. Ouais. Donc, tous ces présidents-là, ils sont allés pleurer à Paris, faire le deuil. Mais vous voyez en Libye, vous voyez au Maroc, il n'y a pas un chat dehors. Il n'y a pas un chat dehors, rien. C'est ça, pourquoi l'important dans cette affaire, et c'est à ce niveau où nous nous sommes situés depuis un bon bout de temps, c'est que il ne faut plus que nous disions qu'un président c'est quelque chose d'important. Qu'un président, non, il faut le respecter. C'est le chef d'État, ma chère consort. Nous savons que des bandits, des brigands, comme du quartier, des brigands. Bien sûr. Vous savez, c'est quand Ambalo a voulu faire le dos du Niger. Ambalo là. Frappé, comme un Feman. Mais c'est un Feman. Il voulait aller, comme on dit au quartier, faire le président du Nigeria. Oui. Lui, quand on te fait, c'est quand on t'anarque. Oui.
En disant qu'on lui connaît les militaires du Niger, comme ça il va arranger un truc pour aller estorquer de l'argent à M. Tinubu. Mais quand Tinubu ça, il a essayé de les garder, mais il a dit que mais, donc un président peut être un freeman, comme ça. L'affaire a été, il a tapé, il dit que mais, il ne vient même plus ici. Le gars, après, il a fait un tour sur son complice, Ouattara, qu'il a accueilli, et là, il a dépanné un peu parce que bon, c'est son valet maintenant, Oui, comment vous allez appeler Ambalo sur ce chef d'État, mais oui, vous appelez, mais c'est un arnaqueur, c'est un escroc. Vous allez appeler Talon, vous voyez la présidente Talon. On va. Vous voyez? Non, c'est important. Les voir ça là comme ça. On va dire que non, il faut le respecter, c'est un chef d'État. Il est président de la Côte d'Ivoire, il faut le respecter. Non. Nous avons dit désormais qu'en Afrique, nous savons qui on peut appeler président et qui on peut pas appeler président. Quand des bandits, des voyous déguisés en chef d'État s'assoient, comme on fait pour la CEDEAO là, ils essaient de vouloir penser prendre des mesures. Nous on s'assoit ici. Et il y a une autorité supérieure à leur, on les dissout. Voilà. Comme la famille de la CEDEAO, on les dissout, on les dénonce. On les expose au monde dans ce qu'ils sont. Alors actuellement, les Béninois sont en train de marcher pour dire talons de parti. Ils le méritent. Les Béninois sont en train de chasser un monsieur comme ça. Ils le méritent. Parce qu'à l'heure actuelle, les Béninois sont en train de souffrir. Tout à fait. Le port du pays est à terre. Ouais. Les populations souffrent à cause de l'aventurisme d'un monsieur qui est arrivé au pouvoir par l'accident. Nous ici, on s'est levé pour dire que on avait choisi entre le choléra et la peste, cher René. Elle dit que la France nous a ramassé un monsieur dans la corbeille qu'on appelle Zizou, un parfait vaurien. Il dit qu'il est économiste. Il dit un parfait vaurien. Parlez de qui, président? Zizou. Lionel Zizou. Mais c'est qui ce monsieur? Mais c'est ce monsieur qui allait dire dans une conférence, les vidéos existent, à une conférence en France que l'Afrique appartient à l'Europe. Il a dit. Parce que quand on parle ici, parce qu'on parle. Non, le sud de paix, Zizou Lionel allait dire dans une conférence que l'Afrique appartient à l'Europe. Mais il est même moins qu'un vaurien. C'est un mercenaire. On l'a mis dans Hollande l'a mis dans une corbeille. On l'a mené pour dire qu'il devient président du Bénin. On a dit bon, on préfère Talon. Parce que quand même, à la veille du 21e siècle, accepter un monde vision qu'on nous ramasse que dans une corbeille pour faire président, c'est la pire des humiliations. On n'a même pas réfléchi, de que Talon valait. On n'a pas voulu savoir qui valait. On ne voulait pas voir Zizou. Voilà comment Talon est devenu président au Bénin. Par erreur, par défaut. C'est ça, cher René. Par défaut. Il a voulu qu'il fasse un mandat. Maintenant, il est à 2. Bientôt, il va faire 3. Mais comme il est dans le réseau, ça ne dérange personne. Ce monsieur est en train de foutre son pays à l'air. Tout son problème, c'est cette affaire personnelle. Il est présent, il passe. La présidence pour lui est un tremplin pour faire son business. Il a neutralisé son rival en affaires. Sébastien Adjavon. Ouais. Les gens disent même que non, c'est la bagarre sur la drogue. C'est pas les cadeaux là. Comment on est en train d'enquêter dessus. Hein. Quand j'aurai les éléments, je viendrai ici mettre Talon à mon vision sur ce qu'il est. On soupçonne, il y a des forts soupçons que c'est la drogue. C'est un vendeur de drogue. Je suis en train d'enquêter dessus. D'accord. Vous comprenez? Donc, à l'heure actuelle, maintenant, au Nigeria, mais Dieu ne sait pas au Nigeria, à l'heure actuelle, les populations ont ouvert la route. Hein. On ouvert le corridor. Ah non. Dans l'état du Kotoko qui donne. Les populations ont ouvert le corridor, monsieur. Ça circule, les marchandises passent. On ne peut plus laisser que des gens s'amusent comme qui sont présidents, engagent le pays n'importe comment. Ce qu'il dit là est valable pour tous les pays africains. Hein. Ah non. Tous les pays africains. Même, la dynamique est irréversible. Les populations ont ouvert le corridor. Ouais. Et le commerce a repris. En force. La télévision du Niger l'a montré. Je l'ai suivi. Donc, pour vous dire que il faut croire le pouvoir de la parole, Fabrice. C'est ça qui nous gère ici depuis 13 ans et ça marche. Ouais. La CEDEAO dissoute. On est en train de voir ça se réaliser. Avec la naissance de l'alliance de l'Itako Gourma, qui est de fait, comme elle a dit, la fin de la CEDEAO. Allez, merci à vous, très cher. Juste pour parler justement que vous voyez donc que vous avez énormément de questions d'ordre politique. Et ce sont des chefs d'État africains qui exacerbent encore davantage les problèmes politiques que vous avez. Question. Est-ce que la conférence des chefs d'État existe encore? Est-ce qu'elle existe encore? Dans ce cas, vos ennemis le savent donc. C'est pour ça qu'ils décident donc de vous tirer au sein du G20 et de décider donc là-bas véritablement. Donc, ce que moi j'appelle donc coup d'État,
au sein de l'Union africaine, c'est de reprendre en main notre conférence des chefs d'État. Même s'il faut commencer par 5 chefs d'État. Président, les 3 qui décident de mettre une alliance là, ça peut être le début d'une véritable conférence des chefs d'État. Ce sont les chefs d'État. Et nous allons appeler à leur candidature. C'est pour ça que si M. Goïta, M. Traoré, M. Tchani, au fin des transitions ne se présentent pas, ça sera notre problème avec nous. Voilà, nous l'avons. Je dis, ça sera un problème avec nous. Nous aussi. On ne peut pas nous engager dans une pareille affaire et après M. Goïta ou M. Traoré dit que vraiment je suis un militaire. On lui dira que De Gaulle était militaire, il a pour le pouvoir. Monsieur, vous serez chef d'État. L'Union africaine, c'est un point d'honneur pour l'Union africaine et son fakir là. Que des présidents qui gèrent les traditions ne doivent pas se présenter. Il est qui? C'est quel principe? C'est qui ça? Ça sort d'où? Il est qui? Vous voulez faire ça à De Gaulle? Il y a des lois qui encadrent le processus électoral. Quelle loi? Non mais attendez, pourquoi l'Union... Même De Gaulle a essayé. Mais l'Union africaine, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Vous dites qu'un citoyen n'a pas le droit de se présenter. Et vous présenter candidat. Non, ce que Bertrand dit est fondamental. Nous avons été les premiers à demander ça ici. Si Assimi Goïta n'est pas candidat. C'est un problème. Non, c'est une trahison. Effectivement. Si le capitaine Traoré n'est pas candidat, c'est de la trahison. C'est Tchani là. Tout ce n'est pas candidat. C'est de la trahison. On va où là? C'est-à-dire que on n'est pas en train de jouer. C'est pas l'Union africaine vous venez demander, dire que non. Pourquoi pourquoi le président d'une commission africaine pourrait être candidat dans son pays? On ne peut pas mettre ces dispositions aussi que d'ailleurs, c'est parce qu'ils vont vendre l'Afrique. D'ailleurs, il est très content de vendre l'Afrique au G20. C'est lui qui a négocié cette histoire du G20, M. Faki. Pour qu'en retour, on le soutient. Non, même lui, la Faki. Il est très content de cette appartenance au G20. Il est très content. Parce qu'il rêve d'être candidat. C'est son combat. Nous lui disons aussi qu'il n'a pas le droit d'être président d'une commission africaine, revenir dans le pays, rentrer dans les problèmes politiques intérieurs. D'être candidat au Tchad. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il faut l'appeler une chose. C'est juste une phrase. Il faut l'appeler à M. Faki. Une chose. La commission qu'on appelle commission de l'Union africaine, ce n'est qu'un secrétariat. Oui. C'est pour écrire les papiers. Il n'est qu'un secrétaire. C'est pour ramasser les papiers. Un salarié. Mettre dans la poubelle. Les logans souverains de l'Union africaine s'appelle conférence des chefs d'État. Pour l'instant, ils ne sont pas encore prononcés. Donc, ce que le G va faire là. Ça vaut rien. On déchire ça. Ça vaut rien. On déchire. Ça n'engage pas mon pays, le Cameroun. Ça n'engage aucun pays. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça que les présidents ne disent même rien. Parce que Faki, c'est quoi? C'est un coursier. Si l'Europe veut faire de son Faki plus qu'un coursier, mais ils n'ont qu'à supprimer leur financement et qu'ils nous fichent le camp. D'accord. Voilà. Merci. Et puis il faut ajouter que toutes les décisions prises à l'échelle internationale doivent être soumises au Parlement de chacun des pays. Merci. Tout simplement. Merci, grand frère. Merci à vous, docteur Jean-Guim. Carlos, on va prendre juste une courte transition et on va parler de cette alliance Mali-Niger-Burkina Faso qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Merci. Afrique Média. Le monde, c'est nous.